Bonjour, je m'appelle Elliot James Callahan, mais tout le monde m'appelle Ellie. J'ai 29 ans et je vis à Harrisburg, en Pennsylvanie, une petite ville nichée au calme au bord de la paisible rivière Susquehanna. Harrisburg n'est pas aussi animée que Philadelphie ni aussi industrielle que Pittsburgh, mais elle a son propre charme. Ses vieilles rues pavées, ses bâtiments en briques rouges décolorés par le temps, ces chaînes centenaires qui se dressent silencieusement le long des routes et l'air frais de l'automne qui semble toujours persister. Je travaille à la bibliothèque universitaire locale comme archiviste, où je classe avec soin livres, documents et parfois notes manuscrites du siècle dernier. Mon travail n'est pas prestigieux et il ne paie pas très cher, mais je l'adore. J'aime la façon dont les pages des vieux livres racontent des histoires dont personne ne se souvient plus. Et comment l'histoire, en particulier celle de la guerre froide, se déroule devant moi comme un roman mystérieux. Mais aux yeux de ma famille, je suis un raté. Ellie, tu vis encore de ce salaire minable. C'est la réplique que mon cousin Jack me lance souvent lors des réunions de famille, avec un sourire narquois et un regard d'extraterrestre. Pour eux, je suis le bon à rien. Le seul Callahan à ne pas s'être lancé dans le monde des affaires pour l'argent ou la gloire. Mon père, Thomas Callahan, est un entrepreneur immobilier prospère qui dirige une entreprise en pleine expansion à Harrisburg. Mon oncle Dan, son jeune frère, est son bras droit, toujours en costume coûteux et avec un sourire raffiné. Ils vivent tous les deux dans un monde de contrats à plusieurs millions de dollars, de voitures rutilantes et de fêtes fastueuses. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme de 29 ans empulusé conduisant une vieille voiture et préférant les livres aux discussions sur la bourse ou l'immobilier. Ma famille élargie est nombreuse et bruyante. Nos réunions de famille se déroulent dans des pièces cossues avec des lustres étincelants et des verres de vin hors de prix. Mes cousins Jack, Emily et Sarah se vantent toujours de leurs vacances en Europe, de leurs montres de créateurs ou de leurs nouveaux appartements en centre-ville. Pendant ce temps, je suis généralement le plus discret dans un coin, à servir de l'eau à tout le monde, à débarrasser les assiettes, ou simplement à les écouter parler sans que personne ne prenne la peine de me poser la moindre question. Ellie, que fais-tu donc dans cette bibliothèque toute la journée? Ranger des livres? Ah, le boulot du siècle, dit un jour Emily, et toute la table éclata de rire. Je me contentai de sourire, de hocher la tête et de débarrasser la table. Je me suis habitué à être mise à l'écart, mais il y a un endroit où je ne me sens jamais étrangère, la vieille maison en bois de mes grands-parents, nichée dans la banlieue près de la forêt d'Alleghany. Mon grand-père, Walter Edmund Callahan, ou grand-père Walt, comme je l'appelle, est un homme grand, même si le temps lui a courbé le dos, a blanchi ses cheveux et a rendu ses mains noueuses. Il tient toujours un vieux livre ou une tasse de café noir, vêtu d'un pull en laine et d'une casquette délavée. Il vit dans une maison imprégnée de l'odeur du bois humide et des souvenirs. Ma grand-mère Margaret, ou grand-mère Maggie, est la femme la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle a un sourire chaleureux et des yeux toujours brillants de patience. Elle s'assoit souvent à côté de grand-père pour tricoter ou préparer du thé. Ensemble, ils forment un vieux tableau, silencieux mais plein de vie. Ma famille ne prête pas beaucoup d'attention à mes grands-parents. Pour eux, grand-père est le pauvre vieil homme figé dans le passé. Quelqu'un qui n'a rien de précieux, à part une maison en bois délabrée et quelques hectares de terre dont personne ne se soucie. Mon père l'a dit un jour sans détour lors d'une fête. Le vieil homme n'a rien à laisser derrière lui. N'attend rien. Toute sa vie s'est limitée à lire des livres et à raconter des histoires de guerre. Oncle Dan sourit et ajouta, quel gâchis de terrain. Cet endroit pourrait rapporter quelques millions s'il était vendu. En entendant cela, mon cœur se serra. Grand-père ne répondit jamais. Il restait assis tranquillement dans un coin, regardant par la fenêtre, comme s'il vivait dans un monde qu'aucun de nous ne pouvait comprendre. Mais pour moi, grand-père est tout un monde. Chaque week-end, je conduis ma vieille voiture, apportant une boîte de viennoiserie ou des médicaments, et je leur rends visite. J'adore m'asseoir près de la cheminée et écouter grand-père raconter des histoires du passé. Des histoires de guerre, de soldats et de secrets qui, selon lui, sont enfouis sous la poussière du temps. Sa voix est basse et posée, mais chaque mot qu'il prononce semble se graver dans ma mémoire. Il adore l'histoire, surtout la guerre froide, et je lui apporte souvent des livres sur la CIA, le KGB ou les opérations d'espionnage que je trouve à la bibliothèque. Ellie, tu sais, dit-il un jour, les yeux illuminés. Ce monde est plein de secrets. Certaines personnes vivent toute leur vie et personne ne sait ce qu'elles ont fait pour changer l'histoire. Grand-mère s'asseyait à côté, souriante et Walt, ne confonds pas le garçon avec tes histoires. Mais je savais qu'elle faisait semblant de le gronder. Elle adorait sa façon de raconter des histoires, et moi aussi. Ces après-midi dans cette vieille maison en bois,
avec le crépitement du bois et la légère odeur des viennoiseries, me donnait un sentiment d'appartenance. Je n'avais pas besoin d'une voiture de luxe ni de l'approbation de ma famille. J'avais juste besoin que grand-père soit en bonne santé. Grand-mère garde le sourire et ses histoires réconfortantes pendant les froides journées d'hiver. Cependant, tout le monde dans ma famille ne me traite pas froidement. Ma mère, Suzanne, est la seule à ne jamais se moquer de moi. C'est une femme calme, aux cheveux châtain clair, toujours attachée en chignon et au regard triste. Dans la famille Callahan, elle est comme une ombre, toujours éclipsée par mon père et mon oncle Dan. Elle ne se dispute jamais avec papa et ne s'exprime jamais quand la famille me ridiculise. Mais je sais qu'elle m'aime. Parfois, quand on est juste tous les deux, elle me prend la main et me dit, « Ellie, tu n'es pas obligé d'être comme eux. Il faut juste être soi-même. » Dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'elle essaie de me protéger d'un monde auquel elle-même ne peut échapper. La vie a continué ainsi jusqu'à un soir de fin d'automne où tout a commencé à changer. Il faisait un froid glacial cette nuit-là et j'ai rendu visite à mes grands-parents comme d'habitude. Grand-père était assis près de la cheminée, un vieux livre à la main, mais son regard était différent. Il me regardait, non pas avec son sourire habituel, mais avec un regard profond et scrutateur, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Grand-mère s'était couchée tôt, nous laissant seuls tous les deux dans la pièce devant le feu crépitant. « Ellie, dit-il soudain d'une voix basse et sérieuse. S'il existe un secret qui pourrait changer ton regard sur toute cette famille, aimerais-tu le savoir ?» Je levai les yeux, surprise. Grand-père racontait souvent des histoires, mais il n'avait jamais rien dit d'aussi sérieux. Je ris, essayant de détendre l'atmosphère. « Grand-père, tu racontes encore des histoires d'espionnage. Je sais que tu adores ça. » Mais il ne sourit pas. Ses yeux, sous la lueur vacillante du feu, brillaient étrangement, comme s'il me regardait vers un endroit que je ne pouvais voir. « Je ne plaisante pas, Ellie, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il y a des choses que j'ai cachées toute ma vie. Mais peut-être que le moment viendra pour toi de tout savoir. » Un frisson me parcourut l'échine, non pas à cause du froid automnal, mais à cause de sa voix. J'aurais voulu en savoir plus, mais il secoua la tête et posa une main sur mon épaule. « Tu es le seul en qui j'ai confiance, Ellie. Tu te souviens ? » Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces paroles. Un secret ? Quelque chose qui pourrait changer ma vision de la famille. Je me disais qu'il vieillissait, peut-être qu'il racontait des bêtises. Mais au fond de moi, je savais que grand-père ne disait jamais rien sans raison. Et ce regard, ce n'était pas celui d'un vieil homme désemparé. C'était celui de quelqu'un qui s'apprête à confier quelque chose d'important. L'automne à Harrisburg passa vite, les feuilles dorées recouvrant les routes étroites menant à la maison de mes grands-parents. Mais avec la saison, la santé de mon grand-père commença à décliner. Un jour, à mon arrivée, je le trouvai assis près de la cheminée, respirant bruyamment, le visage plus pâle que d'habitude. Ma grand-mère, les cheveux argentés soigneusement attachés en arrière et les mains tremblantes, lui préparait une tasse de thé. « Il tousse depuis une semaine, dit-elle d'une voix inquiète, mais essayant de garder son calme. Le médecin dit que c'est une pneumonie. Mais il refuse d'aller à l'hôpital. Il insiste pour rester ici. » J'ai regardé grand-père. L'homme autrefois grand et fort, maintenant usé par le temps. Son pull en laine semblait plus ample, et ses yeux, bien que toujours brillants, trahissaient une pointe d'épuisement. Je me suis agenouillé près de sa chaise et lui ai pris la main. « Grand-père, tu dois voir un médecin. »« Je t'emmène, » ai-je dit en m'efforçant de garder une voix calme. Il a secoué la tête et m'a adressé un léger sourire. « Ellie, je suis vieux. Je n'ai pas besoin d'hôpital. J'ai juste besoin d'être ici avec ta grand-mère et avec toi. » Il me serra légèrement la main, et je sentis la chaleur de sa main noueuse, bien qu'elle fût devenue beaucoup plus faible. J'aurais voulu argumenter pour le convaincre, mais son regard me fit taire. Ce n'était pas celui de quelqu'un qui abandonne, mais celui de quelqu'un qui accepte l'inévitable en silence. À partir de ce jour, je rendis visite à mes grands-parents plus souvent, prenant parfois des jours entiers de congé pour y passer la nuit. J'apportais des médicaments, préparais de la soupe et aidais grand-mère à nettoyer la maison en bois. Ces soirs-là, je m'asseyais à côté de grand-père pour l'écouter raconter ses histoires. Mais elle ne parlait plus de guerre ni d'espions. Il se mit à parler de sa vie, de sa jeunesse et de ses voyages lointains qu'il ne décrivait jamais en détail. « Ellie,
As-tu déjà pensé qu'on puisse vivre deux vies, demanda-t-il un soir tandis que la lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur son visage. Deux vies, répétai-je, incertaine de ce qu'il voulait dire. Il hocha la tête, le regard perdu dans les flammes. Une vie que tout le monde voit, et une autre que seule la personne connaît. Certaines choses doivent être enfouies profondément, car si elles sont révélées, elles pourraient tout détruire. Ces paroles me firent froid dans le dos. J'aurais voulu en savoir plus, mais grand-mère entra avec un plateau de biscuits frais, et il se mit à parler de ses pâtisseries. Je souris, mais ses paroles étaient comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des remous incessants. Pendant que j'essayais de prendre soin de grand-père, le reste de ma famille semblait indifférent. Mon père, Thomas, était occupé par de nouvelles transactions immobilières, prenant fréquemment l'avion pour New York ou Chicago afin de rencontrer des associés. Oncle Dan était constamment dans les journaux locaux, vantant la récente acquisition par leur entreprise d'un grand terrain dans le centre-ville de Harrisburg. Mes cousins, comme d'habitude, étaient absorbés par leurs fêtes fastueuses, leurs voyages exotiques et leurs nouvelles voitures. Ce jour-là, pour Thanksgiving, aucun d'eux n'a rendu visite à mes grands-parents. Mon père a appelé et m'a dit quelques mots superficiels. « Votre grand-père va bien ? Je suis débordé, mais peut-être. Je passerai la semaine prochaine. » Mais la semaine suivante, il n'est pas venu. Oncle Dan a envoyé un panier cadeau coûteux avec du vin et du fromage importé, mais pas un seul mot d'inquiétude. Mes cousins n'ont même pas pris la peine de passer. Seule ma mère et moi sommes allés rendre visite à mes grands-parents pour les fêtes. Maman a apporté une dinde rôtie et j'ai apporté une boîte de biscuits au gingembre que grand-mère adorait. Nous étions assis autour de la vieille table en bois de leur petite cuisine, à manger et à discuter. Grand-père toussait plus que d'habitude, mais il parvenait quand même à sourire et à raconter des anecdotes sur Thanksgiving quand papa et oncle Dan étaient enfants. À l'époque, ces deux garçons se disputaient la plus grosse part de tarte à la citrouille, a-t-il dit, le regard lointain. J'ai regardé maman, qui a esquissé un sourire triste. Je savais qu'elle ressentait aussi la solitude de mes grands-parents, mais elle n'a rien dit. Ma mère a toujours été comme ça, comme si elle avait appris à accepter sa place dans la famille Callahan. Dans les mois qui ont suivi, la santé de grand-père s'est détériorée. La pneumonie ne s'améliorait pas et le médecin prévint qu'il risquait de ne pas survivre à l'hiver. J'ai commencé à séjourner plus souvent chez eux, dormant parfois sur le vieux fauteuil du salon. Grand-mère, bien que fragile elle-même, prenait soin de lui avec un amour que je n'avais jamais vu chez personne d'autre. Elle veillait la nuit pour lui mettre des compresses chaudes sur le front, lui préparer du thé au gingembre et lui rappeler de prendre ses médicaments, mais je voyais la peur dans ses yeux. Bien qu'elle essayât de la cacher, elle savait qu'il nous échappait. Une nuit, alors que la toux de grand-père l'empêchait de dormir, je me suis assise à son chevet, lui tenant la main. Leur chambre était petite, avec un vieux lit en bois et une fenêtre donnant sur la forêt d'Alleghany. Le clair de lune filtrait à travers la vitre, projetant une lueur argentée sur son visage. Il me regardait, le regard embrumé par la maladie, mais toujours vif. « Ellie » murmura-t-il d'une voix faible, mais claire. « Ne te fie pas à ce que tu vois en surface. Quand je serai parti, va là-bas. »« Quel endroit, grand-père » demandai-je, le cœur battant. C'était la deuxième fois qu'il me disait quelque chose d'énigmatique, et je ne pouvais pas faire comme si c'était les divagations d'un vieil homme malade. Il me serra la main plus fort que je ne le pensais. « Tu le sauras, dit-il. Souviens-toi, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Ne te laisse pas aveugler. » Je voulus le presser davantage, mais il fut pris d'une longue quinte de tout, et grand-mère entra précipitamment avec un verre d'eau chaude. Elle me regarda, ses yeux disant « Ne le pousse pas », j'acquiesçai, mais ses paroles étaient comme une petite flamme, incandescente et impossible à éteindre. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. Un jour, alors que j'aidais grand-mère à faire le ménage, j'ai aperçu une vieille boîte en bois dans un coin du salon, fermée par un petit cadenas. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère » demandai-je. Elle se contenta de sourire et de secouer la tête. « C'est à ton grand-père. Il m'a dit de la laisser tranquille. » Je n'ai pas insisté, mais je ne pouvais oublier l'image de cette boîte. Sa surface était éraflée comme si elle avait traversé des décennies d'histoire. Les derniers jours de grand-père s'écoulaient tranquillement. Il ne parlait plus beaucoup, mais à chaque fois que je lui rendais visite, il me tenait la main comme pour me transmettre une force invisible. Grand-mère restait à ses côtés, ne le quittant jamais, même si je la voyais de plus en plus épuisée.
Ma famille, comme d'habitude, restait absente. Papa a appelé une fois, posé quelques questions, puis a rapidement raccroché à cause d'une réunion importante. Et puis la nuit fatidique est arrivée. Alors que j'étais assise à ses côtés, grand-père a ouvert les yeux et m'a regardé une dernière fois. « Ellie » a-t-il murmuré d'une voix si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre, « je suis fier de toi. » Ce furent ses derniers mots. Le lendemain matin, il s'est éteint aussi doucement qu'il avait vécu. Je me suis assise près de son lit, lui tenant la main, sentant la dernière chaleur de son corps s'évanouir. Grand-mère se tenait à mes côtés, sans pleurer, se contentant de lui caresser doucement les cheveux. Je savais qu'elle souffrait, mais elle était plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. « Ton grand-père a vécu longtemps, Ellie, dit-elle d'une voix tremblante. Et il t'aimait plus que quiconque. » J'acquiesçai, les larmes aux yeux. Mais au milieu de la douleur, les mots de grand-père résonnèrent dans mon esprit. « Ne te fie pas à ce que tu vois en surface. Quand je ne serai plus là, va là-bas. » Je savais que mon voyage ne faisait que commencer. Les funérailles de mon grand-père eurent lieu par une froide journée pluvieuse à Harrisburg. Le ciel était gris et de fines gouttes de pluie ruisselaient sur les fenêtres du funérarium, comme si le monde entier le pleurait. La pièce était simplement décorée d'un cercueil en chêne posé au milieu de couronnes de fleurs blanches. Je me tenais dans un coin, vêtu d'un vieux costume noir que ma mère avait trouvé dans mon placard. Il était légèrement serré aux épaules, mais peu m'importait. Mon esprit était encore plongé dans les souvenirs de grand-père. Sa voix douce et chaleureuse, son regard perçant et ses mots énigmatiques que je ne parvenais toujours pas à déchiffrer. Comme prévu, ma famille était présente en force. Mon père, Thomas Callahan, se tenait au premier rang, son élégant costume noir impeccable, le visage sévère, mais incapable de dissimuler une pointe d'impatience. Oncle Dan, les cheveux soigneusement peignés et la cravate en soie de luxe, se tenait à ses côtés, chuchotant quelque chose à un inconnu en costume gris. Mes cousins Jake, Emily et Sarah étaient regroupés dans un coin, discutant et jetant des coups d'œil à leur téléphone. Aucun d'eux ne semblait sincèrement en deuil. Pour eux, les funérailles étaient une formalité à accomplir avant de retourner à leur vie bien remplie. Ma mère se tenait près de moi, me tenant discrètement la main. Elle portait une simple robe noire, les cheveux soigneusement attachés, les yeux rouges mais sans larmes. Je savais qu'elle se retenait, ne voulant pas que mon père ou quiconque dans la famille Callahan voie sa vulnérabilité. Grand-mère était assise au premier rang, juste devant le cercueil, ses mains frêles serrant un mouchoir. Elle ne disait rien, se contentant de contempler une photo en noir et blanc de grand-père posée sur l'autel. Une photo de sa jeunesse, affichant un sourire rare et des yeux vibrants. Je me demandais à quoi elle pensait. Connaissait-elle cet endroit dont il avait parlé? Portait-elle aussi les secrets qu'il avait gardés? Les funérailles furent brèves. Un prêtre prononça quelques prières décrivant grand-père comme un homme simple, aimant sa famille et menant une vie bien remplie. J'aurais voulu me lever pour dire qu'il était plus qu'un homme simple. Qu'il était extraordinaire. Celui qui m'avait appris l'histoire, l'honnêteté et la justice. Mais je suis restée silencieuse. Je savais que dans cette pièce, personne ne se souciait autant de grand-père que moi. Après la cérémonie, la famille s'est rendue dans un restaurant chic du centre-ville de Harrisburg pour la réception. Je ne voulais pas y aller, mais ma mère m'a convaincu. « Ellie, tu dois être là pour grand-père », m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, même si je n'avais qu'une envie, retourner à la maison en bois, m'asseoir près de la cheminée et me remémorer les après-midi où il me racontait des histoires. Le restaurant choisi par mon père avait des bails vitrés donnant sur la rivière Susquehanna et des tables drapées de soie blanche. Les gens riaient, trinquaient et parlaient de travail, d'immobilier ou de projets de vacances. Personne n'a parlé de grand-père, si ce n'est pour quelques remarques d'avant-propos. Il est parti paisiblement, n'est-ce pas? Ou alors il était vieux. Son heure était venue. Assise au bout de la table, je mangeais tranquillement une soupe froide, écoutant des conversations auxquelles je n'avais pas ma place. Jake, mon cousin, se vantait de sa nouvelle Tesla tandis qu'Emily exhibait un sac à main de créateur venu de Paris. Mon père et mon oncle Dan discutaient d'un nouveau projet immobilier, la voix pleine d'ambition. Ce terrain est en or, a dit papa, les yeux brillants. Il me reste juste quelques problèmes avec le conseil municipal et on va s'en sortir. Oncle Dan hocha la tête avec un sourire narquois. Je l'ai regardé, me demandant s'il savait vraiment comment grand-père avait vécu, ce qu'il pensait ou ce qu'il avait laissé derrière lui. Grand-mère n'était pas venue au restaurant. Elle avait dit vouloir rester un moment aux pompes funèbres avant de retourner à la maison en bois.
Je voulais rester avec elle, mais maman a insisté pour que j'y aille avec la famille. Elle a besoin d'être seule, Ellie, dit-elle. Je comprenais, mais je ne pouvais pas me débarrasser du grand vide qui me rongeait le cœur. Grand-père était parti et j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même. Quelques jours après les funérailles, l'avocat de grand-père, Harold Steinberg, contacta la famille pour annoncer la lecture du testament. Steinberg était un homme d'âge moyen, grand et mince, aux cheveux poivre et sel et portant des lunettes à monture argentée. Il avait une attitude sévère, sa voix basse et posée, comme si chaque mot avait été soigneusement choisi. La lecture eut lieu dans son cabinet à le centre-ville de Harrisburg, une petite pièce élégante avec des étagères en bois remplies de documents et une grande table au centre. Toute la famille était réunie, cette fois non pas avec l'air sombre d'un enterrement, mais avec une impatience presque gourmande. Mon père était assis en bout de table, les mains jointes, le regard perçant. Oncle Dan était assis à côté de lui, vérifiant constamment sa montre comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jake, Emily et Sarah chuchotaient entre eux, riant comme s'ils attendaient d'ouvrir les cadeaux de Noël. Ma mère était assise à côté de moi, silencieuse comme toujours, les mains jointes sur ses genoux. Grand-mère n'était pas là. Elle disait qu'elle ne voulait pas entendre le testament, qu'elle avait confiance que grand-père avait fait ce qui était juste. J'étais assis au coin de la table, me sentant plus à l'aise que jamais. Je n'attendais rien du testament. Je savais que grand-père n'était pas riche, du moins pas au sens où ma famille le définissait. La maison en bois, quelques hectares de terrain en banlieue et ses vieux livres, c'est tout ce que je pensais qu'il avait. Mais au fond, j'espérais qu'il m'avait laissé quelque chose. Pas de l'argent, mais un signe, une réponse aux paroles énigmatiques qu'il avait prononcées. Steinberg commença à lire le testament d'une voix ferme et claire. Grand-père avait divisé ses biens en petites parts pour ses enfants et petits-enfants. Un peu d'économie pour papa, oncle Dan et d'autres proches, quelques souvenirs pour mes cousins. Personne dans la pièce ne semblait satisfait. C'est tout, marmonna Jake assez fort pour que je l'entende. Emily croisa les bras en faisant la moue. Mon père fronça les sourcils, et oncle Dan secoua la tête comme s'il s'attendait à un trésor caché. Puis Steinberg me regarda, ajusta ses lunettes et continua vers mon petit-fils, Elliot James Callahan. Je laisse l'ancienne propriété numéro 1417 et $10. La pièce resta silencieuse un instant avant d'éclater de rire. Jake fut le premier à éclater, me désignant du doigt. Ancienne propriété numéro 1417. Qu'est-ce que c'est, une pile de livres moisis? Emily ricana, se couvrant la bouche comme pour se retenir. $10. Le vieux savait vraiment plaisanter, dit Sarah d'une voix empreinte de sarcasme. Mon père ne rit pas, mais son regard exprimait une expression de mépris, comme s'il me prenait pour une blague. Oncle Dan eut un sourire narquois, murmurant à papa quelque chose que je n'entendis pas. Je restais assise là, sentant le sol se dérober sous mes pieds. L'argent m'était égal, mais je ne comprenais pas pourquoi grand-père me léguait quelque chose d'aussi insignifiant. L'ancienne propriété numéro 1417. $10. Je regardais Steinberg, espérant une explication, mais il se contenta de hocher la tête, l'air sévère, sans rien révéler de plus. C'est tout, demanda mon père d'une voix froide. Rien d'autre? Steinberg secoua la tête. Voilà le testament dans son intégralité. S'il n'y a pas de questions, je conclus la réunion. La famille se leva, le bruit des chaises raclant le parquet me grinçant aux oreilles. Jake me tapota l'épaule en riant bruyamment. Félicitations, Ellie. Tu es maintenant l'heureuse propriétaire de $10 dans un tas de ferraille. Emily et Sarah riaient avec moi tandis que mon père me jetait un regard noir avant de partir avec oncle Dan. Ma mère me serrait la main sous la table, mais ne disait rien. Je quittais le cabinet d'avocat le cœur vide. La pluie tombait encore dehors, trempant mon manteau alors que je sortais dans la rue. Je n'étais pas en colère contre grand-père. Je ne pourrais jamais lui en vouloir. Mais j'étais confuse, déçue. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Ces mots, ne te fie pas à ce que tu vois à la surface, résonnaient dans mon esprit comme une énigme sans réponse. Ce soir-là, je me rendis en voiture à la maison en bois de mes grands-parents. Grand-mère était assise près de la cheminée en train de tricoter, la lumière du feu projetant des ombres et des lumières sur son visage. Elle me regarda avec un léger sourire. « Ellie, pourquoi es-tu ici si tard ?» Je m'assis à côté d'elle et lui racontai la lecture du testament d'une voix lourde. « L'argent m'est égal, grand-mère.
Mais pourquoi me laisserait-il quelque chose d'aussi insignifiant? Ancienne propriété numéro 1417, $10. Je ne comprends pas. Elle cessa de tricoter et posa ses mains frêles sur les miennes. Ellie, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ton grand-père n'a jamais rien fait sans raison. S'il t'a choisi, c'est qu'il y a une raison. Elle se leva, alla dans la chambre et revint avec une petite clé en laiton terni. Elle me la mit dans la main. Ton grand-père m'a dit un jour, les réponses sont là. Va à la vieille maison, Ellie. Tu trouveras ce qu'il voulait que tu saches. J'ai regardé la clé, le métal froid me glaçant la paume. Mon cœur battait plus vite. La vieille maison? Ai-je demandé. Tu veux dire la propriété numéro 1417? Elle a hoché la tête, ses yeux s'attardant sur un secret qu'elle ne pouvait exprimer. Tu le sauras quand tu y seras, a-t-elle dit, reprenant les paroles de grand-père. Fais-lui confiance, Ellie, et fais-toi confiance. J'ai quitté la maison en bois ce soir-là, la clé lourde dans ma poche. La pluie avait cessé, mais le vent froid bruissait toujours dans les chênes, murmurant quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Grand-père m'avait laissé une énigme, et je devais trouver la solution. Les jours qui ont suivi la lecture du testament m'ont laissé l'impression d'être un fantôme. Mon travail à la bibliothèque de l'université de Harrisburg, où je trouvais autrefois la paix parmi les vieux livres, ne faisait plus que m'inquiéter. Je triais des documents, saisissais des données et répondais aux questions des étudiants. Mais mon esprit revenait sans cesse à la clé en laiton de grand-mère m'avait donné, ainsi que l'étrange billet de $10 dans mon portefeuille. J'avais retourné ce billet des dizaines de fois, fixant le visage de Benjamin Franklin, examinant chaque détail. Mais ce n'était qu'une vieille pièce de monnaie légèrement froissée, sans rien de remarquable. Où y en avait-il? Les mots de grand-mère résonnaient dans ma tête. Ton grand-père ne faisait jamais rien sans raison. Les réponses sont là, mais où étaient-elles? Et qu'était-ce que l'ancienne propriété numéro 1417? Ce week-end-là, j'ai décidé de creuser davantage. J'ai appelé grand-mère pour lui demander si elle savait quelque chose sur l'ancienne propriété numéro 1417. Elle est restée silencieuse un instant avant de parler doucement. Ellie, ton grand-père a un jour mentionné un endroit. Une vieille maison en banlieue près de la vieille route menant à la rivière. Il a dit que c'était là qu'il gardait des choses importantes. Essaie de chercher là-bas. Peut-être que le 1417 est lié à ça. J'ai raccroché et j'ai commencé à chercher en ligne des adresses à Harrisburg liées au numéro 1417. Au bout de quelques heures, j'ai trouvé une ancienne annonce. 1417 Old River Road, une rue isolée en banlieue près de Rivière-Susquehanna. Je n'avais aucune information sur la maison, seulement qu'elle était abandonnée depuis des années. Une décharge électrique me traversa. Était-ce l'endroit dont grand-père m'avait parlé? Je fourrai le billet de $10 dans la clé, pris mon sac à dos et quittai la ville. Old River Road était sinueuse, couverte de feuilles mortes et de mauvaises herbes. Les maisons se raréfièrent à mesure que je quittais le centre de Harrisburg, et le paysage devint désolé, avec seulement des arbres nus et la faible lueur de la rivière au loin. Arrivé au 1417, j'avais du mal à en croire mes yeux. Devant moi se dressait une maison en bois délabrée, comme abandonnée depuis des décennies. Le toit s'affaissait d'un côté, les fenêtres étaient brisées et les murs en bois s'écaillaient, révélant des fissures comme des cicatrices. Les mauvaises herbes poussaient jusqu'aux genoux et un panneau rouillé d'interdiction d'entrée pendait lâchement près du portail. Je garai la voiture, un frisson me parcourut le dos. J'enjambai le portail, évitant soigneusement les éléments pourris. Des planches jonchaient le chemin. Un vent froid soufflait, apportant l'odeur humide de la terre et un silence inquiétant. J'ai essayé la clé en laiton dans la porte d'entrée, mais elle ne rentrait pas. La porte était si délabrée qu'une légère poussée l'ouvrit, grinçant comme dans un film d'horreur. L'intérieur de la maison était sombre et froid. Le parquet était recouvert d'une épaisse couche de poussière et l'air était lourd d'une odeur de moisi. Des restes de vieux meubles, une table aux pieds cassés, quelques chaises recouvertes de toiles d'araignée, une lampe brisée jonchait la pièce. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone, éclairant chaque recoin. La maison était petite, avec un salon, une minuscule cuisine et un couloir menant à 2 chambres. J'ai inspecté chaque pièce, tapoté au mur, soulevé des tapis en lambeaux, espérant trouver un indice, mais il n'y avait rien, juste de la poussière et du silence. Je me suis demandé si je poursuivais une illusion. Grand-père m'avait-il vraiment laissé une énigme sans solution?
Je me suis assis sur une vieille chaise, essayant de réprimer ma colère. La déception grandissait. Puis je sortis à nouveau le billet de 10 $ et examinai le numéro de série, J1417K89632. Le numéro 1417 m'avait conduit ici, mais qu'en était-il du reste? Au bout de près d'une heure, alors que j'allais abandonner et partir, mon talon se prit dans une planche près de la cheminée, produisant un étrange bruit creux. Je m'agenouillai et l'ouvris doucement. La planche était desserrée, et lorsque je tirai plus fort, elle se libéra, révélant une petite trappe métallique avec une serrure à combinaison. Mon cœur battait fort. Une cave cachée dans une maison abandonnée dont personne ne savait que grand-père était propriétaire. Je regardai le billet de 10 $, concentré sur le numéro de série. Si 1417 était le code, j'essaierais. Je composai 1417 dans la serrure. Un léger clic retentit et la trappe s'ouvrit. Je tremblai, non pas de froid, mais d'un mélange d'excitation et de peur. Qu'avait-il caché là? Et pourquoi m'avait-il choisi pour le trouver? Je restai là, les yeux fixés sur l'étroit escalier en bois menant à l'obscurité. La lampe torche de mon téléphone n'éclairait que les premières marches, tandis qu'en bas, un vide noir d'encre engloutissait tout. L'air qui montait de la cave était froid et humide, chargé d'une odeur de vieille terre et de métal rouillé. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. « Grand-père, que veux-tu que je fasse ici ?» ai-je murmuré comme s'il était encore quelque part en train de me guider. Il n'y eut pas de réponse, seul le sifflement du vent à travers la trappe, tel un avertissement. Je suis descendu prudemment, chaque marche craquant sous mon poids sur le bois pourri. Chaque pas me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans un secret que je n'étais pas prêt à affronter. Arrivé en bas, j'ai balayé ma lampe torche. La cave était petite, pas plus grande qu'une pièce de rangement avec des murs en béton teinté et une vieille table en bois au centre. Sur la table se trouvait un petit coffre-fort à combinaison, une boîte en métal sans serrure et une pile de documents poussiéreux. Une vieille lampe à huile était accrochée au mur, mais je n'ai pas osé l'allumer, craignant que l'air vicié n'aggrave la situation. Je me suis approché. J'étais à la table, le cœur battant si fort que j'entendais le sang s'agiter dans mes oreilles. J'ai essayé de saisir 1417 dans le coffre, espérant que le code du billet de 10 $ fonctionnerait à nouveau. La serrure est restée bloquée. J'ai jeté un nouveau coup d'œil au billet, le numéro de série J1417K89632 était bien visible à la lumière. J'ai essayé les chiffres restants, en entrant 8963. Un clic sec a retenti et le coffre s'est ouvert. J'avais du mal à respirer. Grand-père avait tout planifié, étape par étape, pour me conduire ici. À l'intérieur du coffre se trouvait une épaisse liasse de documents attachés par un cordon de cuir, un carnet relié en cuir noir et une petite clé USB argentée. J'ai d'abord pris le carnet et j'en ai feuilleté les pages. L'écriture de grand-père, ferme et soignée, comportait des noms, des dates, des lieux et d'étranges symboles que je ne pouvais déchiffrer. Il y avait des schémas de communication, des cartes d'Europe de l'Est avec des points marqués et des notes sur des opérations portant des noms comme « Horizon bleu » et « Relais de l'ombre ». Une page indiquait clairement « Berlin, 3 décembre 1978 ». J'ai rencontré K à un rendez-vous. Défection. Réussi. En tournant la page, j'ai découvert une photo en noir et blanc collée à l'intérieur, montrant un jeune grand-père en costume, debout à côté d'un inconnu en uniforme militaire. Une légende manuscrite en dessous disait « Opération Horizon bleu CIA ». CIA. Le mot a envoyé un froid à travers moi. J'ai secoué la tête en essayant de le traiter. Grand-père Walt, l'homme dans un pull threadbare assis près de la cheminée racontant des histoires d'histoire, était un espion, un personnage de la main d'espionnage qu'il a utilisé pour partager avec moi. Le coordinateur des opérations européennes, 1974 à 1988. Et des schémas qui ont façonné le monde. Un autre fichier plus mince dans un petit disque dur étiqueté WEC personnel. Le dossier était intitulé Thomas Callahan et Daniel Callahan. Mon cœur s'est arrêté. Mon père et mon oncle Dan. Je l'ai traversé rapidement, trouvant des copies des factures, des contrats et des notes manuscrites de Grandpa. Une page à l'UTC et DC suspectait le blanchiment d'argent via Bright Future Charity 2018 à 2023. Une autre énumération des transactions immobilières avec des chiffres incompatibles accompagnés d'une note. Lien avec des représentants de l'État, des contrats frauduleux. Il y avait même des copies de mails entre papa et oncle Dan discutant d'un plan pour transférer des fonds via des comptes offshore. Je coulais à l'étage du vendeur. Mes mains tremblantes.
Grand-père avait regardé papa et oncle Dan. Il savait qu'il faisait quelque chose de mal. J'ai continué à retourner et j'ai trouvé une lettre manuscrite soigneusement pliée dans le script de grand-père. Je l'ai ouvert et j'ai lu chaque ligne. Ellie, si vous lisez cette lettre, cela signifie que vous avez trouvé le vendeur. Je suis désolé d'avoir placé ce fardeau sur vos épaules, mais vous êtes le seul en qui j'ai confiance. J'ai vécu 2 vies. Un comme l'homme que la famille connaissait et un que le monde ne pourrait jamais connaître. Mais la chose la plus douloureuse n'est pas les secrets que j'ai gardés de la guerre, mais ce que j'ai découvert à propos de mes 2 fils. Je regarde Thomas et Daniel depuis des années. Depuis que je soupçonnais que leur entreprise était impliquée dans des activités louches, j'ai trouvé des preuves de blanchiment d'argent, de collusion avec des fonctionnaires et d'une fausse organisation caritative pour cacher des bénéfices illégaux. J'ai écrit un rapport ayant l'intention de l'envoyer aux autorités, mais je ne pouvais pas. Ce sont mes fils, Ellie. Je ne les voulais pas en prison. Je ne voulais pas que la famille soit déchirée, mais je ne pouvais pas non plus laisser leur crime continuer. Je vous laisse cette décision. Sur le disque dur, vous trouverez une vidéo que j'ai enregistrée expliquant tout. Si vous pensez qu'ils ont encore une chance de revenir en arrière, donnez-leur cette chance. Mais s'ils choisissent le mauvais chemin, faites la bonne chose, Ellie. Soyez fort comme je l'ai toujours cru que vous pourriez l'être. Je suis fier de toi, grand-père Walt. Des larmes sont tombées sur le papier, traçant un coin du encre. Grand-père avait porté ce fardeau seul toute sa vie. Il savait que mon père et mon oncle s'étaient égarés, mais il ne pouvait pas se résoudre à les détruire. Au lieu de cela, il me l'a transmis. Un fardeau, mais aussi une fiducie. J'ai essuyé mes larmes et j'ai ramassé le disque dur. J'avais besoin de regarder cette vidéo pour entendre la voix de grand-papa expliquer tout. Alors que je montais les escaliers, je me sentais comme si je n'étais plus Ellie il y a quelques heures. Ce vendeur avait tout changé. Grand-père n'était pas seulement un homme simple. C'était un espion, un héros silencieux. Et il connaissait les crimes de mon père et de mon oncle. Mais il était aussi un père incapable de détruire ses propres fils. Et maintenant, il m'avait confié cette responsabilité. J'ai quitté la maison abandonnée au 1417 Old River Road dans l'obscurité, mon sac à dos lourd sur mes épaules. La lettre, le cahier et le disque dur de grand-père étaient cachés à l'intérieur, mais ils se sentaient comme des pierres pressant contre ma poitrine. Même ainsi, j'avais besoin de vérifier ce que j'avais trouvé. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait l'histoire, la guerre froide, pour m'aider à comprendre qui était vraiment grand-père. Le lendemain matin, je me suis rendu à la bibliothèque universitaire où j'ai travaillé. Je connaissais une personne qui pouvait aider, le docteur Leonard Brooks, professeur d'histoire spécialisé dans la guerre froide. C'était un homme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des verres ronds qui se glissaient toujours dans son nez. Je l'avais rencontré plusieurs fois lorsqu'il est venu à la bibliothèque pour des documents de recherche. Et nous avions parlé des opérations d'espionnage, du KGB, de la CIA et des secrets du XXe siècle. Si quelqu'un pouvait donner un sens aux documents du vendeur, c'était le docteur Brooks. J'ai apporté le cahier en cuir et quelques photos de la cellar soigneusement enveloppée dans un chiffon pour éviter les dommages. Je n'ai pas apporté tous les documents, craignant que si quelqu'un les découvrait, je serais en difficulté. Lorsque je suis entré dans le bureau du docteur Brooks, je l'ai trouvé assis parmi des piles de livres et de papier, un stylo plume en main comme un érudit d'une époque révolue. Il leva les yeux et sourit quand il m'a vu. « Ellie, quelle surprise avoir vous ici. Comment puis-je vous aider ?» J'ai hésité, plaçant le cahier et les photos sur son bureau. « Docteur Brooks, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je pense qu'ils sont liés à la guerre froide, mais je ne suis pas sûr. Pouvez-vous m'aider à les comprendre ?» Il haussa un sourcil, ramassa le cahier et traversa quelques pages. Ses yeux s'écarquillèrent, et il a ajusté ses lunettes, lisant de plus près. « Où avez-vous obtenu cela, Ellie ?» Sa voix est soucieuse. Partagez suffisamment pour éviter la suspicion. Ces chiffres, la façon dont les notes sont structurées, les diagrammes. Ce n'est pas une documentation ordinaire. Il s'agit du matériel au niveau du gouvernement, le genre à laquelle seule une personne ayant une autorisation élevée aurait accès. J'ai avalé fort, mon cœur battant la course. Que voulez-vous dire ? Il me regarda, son regard tranchant. Si ceux-ci appartiennent à votre grand-père, Walter Callahan, alors il n'était pas seulement un passionné d'histoire. Il aurait pu être une figure majeure, très majeure, dans les opérations de renseignement. Il y a une note ici,
il a souligné la photo sur un agent secret qui a disparu en 1978. Si votre grand-père était impliqué dans cela, il aurait pu être coordinateur ou même commandant régional. Ma tête tourna. Ce que le docteur Brooke a dit aligné sur les documents de la cave. Coordinateur stratégique pour les opérations européennes. Mais en entendant quelqu'un d'autre, un expert, l'a rendu plus réel, plus terrifiant. Êtes-vous sûr? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Le docteur Brooks a hoché la tête, traversant plus de pages. Ces chiffres sont des codes de communication interne de la CIA utilisés dans des opérations secrètes. Et cette photo, a-t-il souligné un groupe dans une salle de réunion, mentionne l'opération Blue Horizon. J'ai lu cette opération. Si votre grand-père était Falcon, comme le suggèrent les documents, il n'a pas simplement participé. Il aurait pu diriger un réseau entier de la CIA. Je coule sur une chaise, ayant l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Grand-père, l'homme dans un pull usé racontant des histoires de la cheminée, était un commandant de la CIA. Je me suis souvenu de l'après-midi quand il a parlé de la guerre froide, ses yeux s'éclaircissant en décrivant des espions sans nom. Il s'est avéré qu'il ne racontait pas seulement des histoires, il revivait ses propres souvenirs. Pouvez-vous vérifier plus loin? J'ai demandé. Je veux confirmer que c'est réel. Le docteur Brooks hocha la tête. J'ai un contact aux archives nationales. Ils ont déclassifié des dossiers sur les opérations de la guerre froide. Je peux leur envoyer quelques détails de ce cahier sans vous mentionner ou votre grand-père pour vérifier. Mais Ellie, vous devez comprendre que si c'est réel, vous tenez quelque chose qui pourrait causer de graves problèmes. Même les documents déclassifiés comme ceux-ci peuvent attirer une attention indésirable. J'ai hoché la tête, le malaise s'élevant en moi. Je comprends, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Grand-père m'a fait confiance et je dois savoir pourquoi. Le docteur Brooks a accepté, promettant de contacter son ami et de me revenir dans quelques jours. Il m'a tendu le cahier et les photos, me demandant de les garder en sécurité. Ne laissez personne savoir que vous avez ceci, Ellie, dit-il, ça tombe de ton. Tout le monde ne sera pas heureux de les posséder. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce que le docteur Brooks avait dit. Grand-père était Falcon, un commandant de la CIA, un héros silencieux. Mais il était aussi un père, le cœur brisé par les crimes de son fils. Sa lettre résonnait dans mon esprit. S'ils ont encore une chance de revenir en arrière, donnez-leur cette chance. Mais s'ils choisissent de poursuivre leurs crimes, je vous laisse la décision. Le poids de cette responsabilité était plus lourd que jamais. Mon père et mon oncle Dan, ceux qui m'ont toujours vu comme inutile, vivaient de l'argent sale, et j'étais le seul à connaître la vérité. Je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé la porte soigneusement et j'ai caché le sac à dos dans un coin dissimulé de mon placard. Je n'ai osé laisser personne voir ces documents. Pas ma mère, pas grand-mère, et certainement pas papa ou oncle Dan. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Grand-père m'avait choisi et je devais faire la bonne chose, même si cela signifiait affronter ma propre famille. Les jours après la rencontre, le docteur Brooks a été rempli de tensions constantes. Chaque bruit devant ma porte, chaque ping d'un SMS sur mon téléphone m'a fait sauter comme si quelqu'un me regardait. Les documents du vendeur, le cahier, la lettre, le disque dur. Je me sentais comme des bombes de temps en attendant que je décide quoi faire avec eux. Le docteur Brooks avait promis de vérifier les informations sur le passé de grand-père, mais il m'avait également prévenu. Ces choses pourraient causer de gros problèmes, Ellie. Soyez prudent. Je savais qu'il avait raison, mais je ne pouvais pas rester immobile et prétendre que rien ne s'était passé. La lettre de grand-père a cessé de faire écho dans mon esprit. Mon père, Thomas Callahan, était un homme sévère et patriarcal qui m'a toujours vu comme un échec. L'oncle Dan, avec son sourire lisse et son esprit rusé, était encore plus intimidant. Je savais qu'il n'écouterait pas facilement, mais je devais essayer pour grand-père et pour moi. J'ai décidé de les rencontrer au bureau de mon père au centre-ville de Harrisburg. L'immobilier de Callahan et son fils était logé dans un édifice en verre avec des panneaux polis et le logo de l'entreprise gravé à la porte. Je suis rarement venu ici. La dernière fois, c'était il y a des années où papa a essayé de me convaincre de quitter mon emploi de bibliothèque et de travailler pour lui. Je suis arrivé au bureau un après-midi pluvieux portant des copies de quelques documents du vendeur, juste assez pour prouver que je connaissais la vérité, mais pas tout. Je ne voulais pas qu'ils connaissent le disque dur ou la vidéo du grand-père. Pas encore. Quand je suis entré dans la salle de réunion,
j'ai vu papa assis à la tête de la table en passant à une pile de papier. L'oncle Dan se tenait près de la fenêtre, le téléphone pressé vers son oreille, sa voix lisse alors qu'il persuadait quelqu'un. Les deux ont levé les yeux en entrant et j'ai immédiatement senti le poids froid du regard de papa. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda papa, son ton dissimulant à peine une irritation. « Tu ne sais pas appeler en premier ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « J'ai besoin de vous parler et de l'oncle Dan de l'entreprise et de grand-père. » L'oncle Dan a raccroché son téléphone en souriant. « Grand-père, pourquoi élevez-vous le vieil homme maintenant? Il vous a laissé 10 $, n'est-ce pas ?» Il rit fort comme s'il s'agissait d'une blague. Je n'ai pas retourné son sourire. J'ai placé les documents sur la table, ouvrant à la première page, une copie d'une facture de la note de futur brillante avec des personnages incompatibles accompagnés de la firme. Mauvais. Accusant, dis-je, essayant de empêcher ma voix de trembler. Papa et toi s'arrêter pour faire les choses juste avant que ça va trop loin. Grand-père savait tout. Il vous regardait depuis des années. Il n'est pas rendu public parce qu'il ne voulait pas que vous tous les deux en prison, mais il m'a laissé cela et il m'a dit de faire la bonne chose. Papa se leva, ses mains claquant sur la table, ses yeux me brûlaient. Vous osez parler de la bonne chose, cria-t-il. Vous, un greffier de bibliothèque vivant d'un salaire pitoyable, osez-vous tenir ici et me faire des conférences sur la façon de gérer mon entreprise. Votre grand-père était un vieux fou têtu, et vous aussi. Ce sont faux, Ellie. Faux? Vous pensez que vous pouvez démolir cette famille avec quelques morceaux de papier? Ils ne sont pas faux, répondis-je, ma voix montant plus que je ne le pensais. J'ai une preuve, papa. Facture, email, transaction, etc. Je veux juste que vous et l'oncle Dan arrêtent de dissoudre la fausse carité pour retourner ce qui ne vous appartient pas. Je ne veux pas prendre ce public. Oncle Dan ricana, se rapprochant de moi. Vous nous menacez, Ellie. Qui pensez-vous que vous êtes? Un gamin avec quelques papiers et un complexe de héros. Je vais vous poursuivre pour diffamation. Je vais m'assurer que vous perdez. Tout. Votre travail, votre réputation, tout. J'ai senti le sang se précipiter sur ma tête, mais je me suis tenu au sol. Je n'essaie pas d'être un héros, dis-je. Je fais juste ce que grand-père croyait pouvoir. Il m'a donné une chance de vous parler en premier. Mais si vous et papa n'écoutez pas, je ne m'arrêterai pas. Papa s'est dirigé vers moi, pointant un doigt sur mon visage. Vous osez? Il rugit. Savez-vous ce que cela ferait? Cela détruirait cette famille, détruirait l'entreprise que Dan et moi avons construite à partir de rien. Arrêtez ce non-sens. J'ai regardé droit dans ses yeux, me sentant pour la première fois de ma vie que je n'étais pas petit avant lui. Si vous et l'oncle Dan ne changeraient pas, je n'aurai pas d'autre choix que d'exposer la vérité au public, ai-je dit. Oncle Dan rit fort, mais le son n'a pas caché la tension dans son yeux. Tu es fou, Ellie. Complètement fou. Vous pensez que vous pouvez nous prendre? Nous avons de l'argent, des connexions, de l'énergie. Tu n'es que personne. Je n'ai pas répondu. J'ai rassemblé les documents, les ai fourrés dans mon sac à dos et j'ai quitté le bureau. Alors que je sortais, la pluie a trempé mon manteau. J'ai entendu papa crier quelque chose de l'intérieur, mais je ne suis pas retourné. Je leur avais donné une chance, tout comme grand-père le voulait, mais au fond, je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Et je savais aussi que ma prochaine étape changerait tout. Je suis rentré chez moi sous la pluie, mon esprit inondé de mots méprisants et de cris de mon père et de mon oncle Dan. J'avais espéré qu'ils écouteraient, admettent leurs erreurs et s'arrêteraient. Mais j'avais tort. Non seulement ils ont refusé, mais ils m'ont menacé, me traitant comme une menace à éliminer. Mais ils ne savaient pas que j'avais trop vu, compris trop. Et j'ai porté la promesse de grand-père. Faites la bonne chose. Quand je suis revenu à mon appartement, je me suis assis à la table, regardant le sac à dos contenant les documents, le disque dur et la lettre de grand-père. J'ai sorti la photo de lui à Berlin en 1978, regardant ses yeux pointus. Il avait vécu une vie pleine de secrets et de responsabilités, mais il n'a jamais tourné le dos à la vérité. Je savais que je ne pouvais pas faire autrement. Pourtant, décider d'exposer la vérité n'a pas été facile. Je ne faisais pas que faire face à mon père et mon oncle Dan, mais toute la famille Callahan. Ceux qui m'ont toujours vu comme un étranger. Ils se retourneraient contre moi, me mépriseraient, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai ouvert mon ordinateur portable,
branchez le disque dur et regardez à nouveau la vidéo de Grandpa. Sa voix chaleureuse et régulière avait l'impression de me parler directement. S'ils choisissent le mauvais chemin, faites la bonne chose, Ellie. Je te fais confiance. J'ai essuyé des larmes, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé Harold Steinberg, l'avocat qui avait lu le testament de grand-père après son décès. Ellie, la voix de Steinberg est passée par le téléphone, calme comme toujours. Que se passe-t-il? J'ai besoin pour vous rencontrer, j'ai dit. J'ai trouvé des choses de grand-père. Des choses importantes. J'ai besoin de votre aide pour les amener aux bonnes personnes. Steinberg est resté silencieux un instant, puis j'ai répondu, très bien, rencontrez-moi à mon bureau demain matin. Le lendemain matin, je suis allé au bureau de Steinberg, apportant tous les documents, le disque dur et le cahier. Je lui ai tout dit, le vendeur, la CIA de Grand-PA, et la preuve contre mon père et mon oncle Dan. Est-ce que vous voulez faire cela, Ellie? Il a dit. Callahan et Sons Immobilier accusés de blanchiment d'argent et de fraude. La pièce a cité des documents d'une source anonyme détaillant le faux organisme de bienfaisance, des transactions illégales et des liens avec les responsables de l'État. Le stock de la société a chuté le même jour. La police a fait une descente dans les bureaux de mon père et de l'oncle Dan, gelant leurs comptes bancaires. Les deux ont été convoqués pour des audiences. Ma famille était dans le chaos. J'ai qu'à appeler, criant dessus, que as-tu fait, Ellie? Tu as détruit cette famille. Emily et Sarah ont envoyé des textes furieux, me qualifiant de traître. Papa n'a pas appelé, mais l'oncle Dan a envoyé un message. Vous regretterez cela, Ellie. Seule ma mère me tenait à côté. Un soir, elle s'est présentée dans mon appartement, les yeux rouges. Tu as fait la bonne chose, Ellie, dit-elle, sa voix tremblante. Mais tu vas en souffrir. Je ne me défends pas ni ne vous explique. J'ai seulement dit que je faisais ce que grand-père croyait que je pouvais faire. Maman hocha la tête, me serra dans ses bras et je suis parti. Je savais qu'elle était prise au milieu entre moi et papa, entre l'amour et la loyauté. La famille a tourné le dos sur moi. Les tantes, les oncles et les cousins ont coupé le contact. Je suis devenu l'ennemi dans leurs yeux, celui qui a démantelé l'empire de Callahan. Mais je ne l'ai pas regretté. Chaque fois que je regardais la photo de grand-père, je le sentis à côté de moi souriant. Les semaines qui ont suivi la publication de l'article ont englouti Harrisburg dans une tempête médiatique. La télévision, les journaux et les publications sur les réseaux sociaux ont fait vibrer sans cesse le scandale de Callahan et Sons. Des images de mon père et de mon oncle Dan sont apparues partout dans les nouvelles du soir et les rapports d'enquête et même dans les mises à jour de statuts en colère des résidents locaux. Leur entreprise s'est effondrée rapidement avec des comptes figés et des contrats majeurs en cannelé. J'ai entendu dire qu'ils avaient embauché les meilleurs avocats pour lutter contre les allégations, mais les preuves du disque dur de grand-père étaient trop claires, trop détaillées. Ils ne pouvaient pas le nier. Je n'ai pas beaucoup suivi la nouvelle. Chaque titre, chaque article ressemblait à un couteau me rappelant que je suis celui qui a mis cela en mouvement. Non pas parce que je voulais détruire ma famille, mais parce que je voulais faire ce que grand-père croyait pouvoir. Pourtant, cela n'a pas facilité la douleur dans mon cœur. J'étais plus solitaire que jamais. Ma mère était la seule à m'avoir parlé, mais elle visitait rarement, comme si elle avait peur d'être prise entre moi et papa. Grand-mère, même si elle m'aimait toujours, semblait trop épuisée pour faire face à ce qui se passait. Tu as fait la bonne chose, Ellie, dit-elle par téléphone, sa voix frêle. Mais laisse-moi avoir la paix pendant un certain temps. J'ai compris qu'elle avait perdu grand-père et maintenant sa famille était démêlée. L'avocat de grand-père. Cela vous concerne. J'ai été stupéfait. Une autre partie de la volonté. Je pensais que tout avait été révélé lors de la lecture précédente, la propriété de $10 et l'ancienne propriété 1417, qui s'est avérée être la maison abandonnée. Mais le ton de Steinberg m'a fait sentir que ce n'était pas une petite affaire. J'ai conduit à son bureau, un mélange de curiosité et d'anxiété tourbillonnant en moi. Quand je suis entré, Steinberg était assis derrière son bureau, une épaisse pile de documents devant lui. Il sourit, un spectacle rare pour quelqu'un d'aussi sévère que lui. Ellie, commença-t-il. Votre grand-père, Walter Callahan, était un homme extraordinaire. Et il vous a laissé quelque chose de bien plus grand que ce que votre famille sait. Je me suis assis, mon cœur battant la course. Que voulez-vous dire? J'ai trouvé la cave, les documents, tout. Steinberg a glissé la pile de documents vers moi.
Ceci est le domaine caché de votre grand-père. Pendant son séjour avec la CIA, il a amassé une fortune importante, non pas des activités illégales, mais des investissements avisés, des propriétés à l'étranger et des actions dans une entreprise technologique de la Silicon Valley. La valeur totale estimée, des centaines de millions de dollars. J'étais sans voix, incapable de le traiter. Des centaines de millions de dollars. Grand-père, l'homme dans un pull Threadbare vivant dans une vieille maison en bois, était-ce riche? J'ai secoué la tête, essayant de le comprendre. Mais pourquoi n'a-t-il dit à personne? Pourquoi a-t-il vécu comme ça? Steinberg a fait un sourire triste. Votre grand-père ne se souciait pas de l'argent, Ellie. Il a choisi de vivre simplement parce que c'est ce qu'il était, mais il voulait que cette fortune soit utilisée pour de bon. Et il vous a tout laissé avec une seule condition. Quelle condition? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Steinberg a ouvert une page dans les documents et lu à haute voix. L'ensemble du domaine doit être transféré à Elliot James Callahan à condition qu'il utilise une partie pour établir un fonds éducatif pour les enfants défavorisés. Un rêve que Walter Callahan n'a jamais eu la chance de réaliser. Le reste est pour Elliot d'utiliser librement, mais conformément à la conscience et aux valeurs que son grand-père croyait. Des larmes ont coulé dans mes yeux. Grand-père n'avait pas seulement laissé de l'argent. Il avait quitté une mission, un véritable héritage. Pas seulement pour moi, mais pour les gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Je me suis souvenu de l'après-midi quand il a parlé de l'importance de l'éducation, de la façon dont il voulait que chaque enfant ait la chance d'apprendre. Ce n'était pas seulement de parler. C'était son plan à vie. J'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé Steinberg. Je comprends, monsieur, dis-je, ma voix s'étouffa. Je ferai ce que grand-père voulait. Steinberg hocha la tête, plaçant une main sur mon épaule. Tu es un homme bon, Ellie. Votre grand-père le savait, et je crois que vous utiliserez judicieusement cette fortune. J'ai quitté le bureau, mon esprit sous le choc des chiffres et de nouvelles responsabilités. Mais plus que cela, j'ai ressenti un lien plus profond avec grand-père. Il n'était pas seulement un espion, un héros silencieux. C'était un homme avec une vision, quelqu'un qui voulait quitter le monde mieux qu'il ne l'a trouvé. Et il m'avait fait confiance pour continuer ce rêve. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à répondre aux souhaits de grand-père. J'ai créé le Walter Callahan Education Fund pour les enfants défavorisés à Harrisburg et dans les environs. J'ai embauché une équipe d'experts pour gérer le fonds, en veillant à ce que chaque dollar soit allé à la construction d'écoles, à la fourniture de bourses et à soutenir les enfants qui autrement n'auraient aucune chance. Mais je voulais en faire plus. Je voulais que le monde connaisse grand-père, non seulement comme Walter Callahan, l'homme simple dans la maison en bois, mais en tant que Falcon, le héros silencieux de la guerre froide. J'ai utilisé une partie du domaine pour acheter un petit bâtiment au centre-ville de Harrisburg, le transformant en une exposition intitulée The Secret History of a Great Citizen. J'ai affiché des documents déclassifiés de la cave, des photos de grand-père à Berlin et une réplique de son cahier. Je n'ai pas révélé de détails sensibles, mais c'était suffisant pour montrer aux gens à quel point sa vie avait été extraordinaire. L'exposition était gratuite pour le public, et chaque jour, j'ai vu des étudiants, des universitaires et des habitants visiter, lisant sur grand-père et m'émerveillant de son histoire. Un an plus tard, j'ai fait grand-mère pour une promenade dans le parc près de l'exposition. Elle avait vieilli sensiblement, mais ses yeux se sont allumés lorsqu'elle a vu le nom de grand-pa sur le grand signe. Votre grand-père serait fier de toi, Ellie, dit-elle en serrant la main. J'ai souri, me sentant comme si grand-père était avec nous, regardant quelque part. Ma famille ne m'a jamais pardonné. Jake, Emily, Sarah et d'autres parents n'ont plus jamais tendu la main. Papa, et l'oncle Dan, ont fait face à des audiences, et bien qu'il n'ait pas encore été condamné, Callahan et les fils s'étaient complètement effondrés. Maman est restée en contact, mais elle a rarement parlé de papa. Je savais qu'elle souffrait, mais elle respectait mon choix. Debout devant la pièce un après-midi d'automne, j'ai réfléchi à mon voyage. J'avais perdu ma famille, mais j'avais trouvé un plus grand but. Grand-père m'a appris que la vérité, aussi douloureuse, vaut la peine de se battre. Son héritage n'était pas seulement de l'argent ou des secrets. C'était la confiance, l'intégrité et l'espoir d'un monde meilleur. J'ai laissé ce message non seulement pour ceux qui visitent l'exposition, mais pour moi-même. Vivez fidèle à votre conscience, même si le monde tourne le dos à vous. La vérité peut être enterrée, mais elle trouvera toujours un moyen de monter. C'était la plus grande leçon que grand-père m'a quittée, et je vivrai par là tous les jours.